Certains hommes sont iconiques de leur pays, et la simple évocation de leur nom suffit à charrier tout un imaginaire. Da Vinci, Voltaire, Benjamin Franklin sont de ceux-là. Pour le Royaume-Uni, si au panthéon des grands hommes les noms ne manquent pas, un peut-être se détache, de par sa personnalité et de par l'envergure de son rôle sur l'histoire récente. Churchill. Soldat, correspondant de guerre, député, premier lord de l'amirauté, Premier ministre de Sa Majesté, orateur de génie, prix Nobel de littérature, Churchill a vécu plus d'une vie en une. Ce qui surprend cependant est de découvrir que Churchill a perdu la charge de Premier ministre avant même la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale. Lui, qui avait récupéré le pays au bord du gouffre et le mena à la victoire finale sur l'Allemagne, fut aussitôt désavoué par le peuple britannique. Alors pourquoi ? Pourquoi Churchill perdit sa place de Premier ministre avant même la fin du conflit ? Lors de la reddition inconditionnelle de l'Allemagne aux Alliés, le Royaume-Uni est dirigé par un gouvernement d'union nationale, formé en 1940, avec à sa tête Winston Churchill. Depuis le début de la guerre, les élections sont suspendues, et les députés qui occupent la House of Commons y siègent depuis 1965. L'armistice signé, le Parti travailliste acte la fin de l'Union sacrée en quittant le gouvernement. Des élections sont aussitôt organisées en juillet pour renouveler une chambre des députés vieille de 10 ans. Après 6 ans de guerre, le Parti conservateur et le Parti travailliste présentent des programmes presque semblables. Les raids allemands sur les villes anglaises ont mis d'accord Tories et travaillistes sur les priorités politiques du pays. Reconstruire les infrastructures, augmenter la production agricole et créer une sécurité sociale nationale, la future NHS. Naturellement, Churchill est candidat à sa propre succession. Incarnation de la victoire britannique sur le nazisme, il se considère comme le seul qui a l'aura et la légitimité nécessaires pour assurer la place du Royaume-Uni dans le nouvel ordre mondial qui se dessine. Face à lui se tient Clement Attlee, chef de file du Parti travailliste. Il occupait pendant la guerre le rôle de Deputy Prime Minister, soit vice-premier ministre. Churchill et Attlee avaient divisé les charges selon les intérêts et compétences des deux hommes. Churchill, expert en affaires militaires, supervisait la conduite directe de la guerre. Attlee, brillant organisateur, s'occupait de la direction des affaires internes du pays. Ce qui est surprenant sur Attlee est qu'il ne correspond pas au profil type du chef de parti politique. Décrit par son opposant comme « a modest man with much to be modest about », soit un homme modeste avec beaucoup de raisons de l'être, Attlee était un homme calme, humble et jugé peu charismatique en comparaison aux hommes politiques l'entourant. Mais alors comment Churchill a-t-il pu perdre alors qu'il était auréolé de la victoire, que les deux partis proposaient les mêmes programmes et qu'il avait face à lui un homme jugé par beaucoup comme peu enthousiasmant ? Le premier élément est que le peuple britannique est alors parcouru d'un désir profond de changement. Beaucoup jugent la société britannique trop inégalitaire, trop marquée par des classes sociales rigides. Les considérations géopolitiques ne sont pas la priorité pour des électeurs d'abord désireux de justice sociale. Churchill, issu d'une famille aristocrate, n'est pas vu comme le réformateur attendu par une partie du pays. Bien plutôt, il est un homme de l'ancien monde, un conservateur, fervent monarchiste, racialiste, pro-empire, mais aussi un peintre. Non pas que ce dernier élément ait un quelconque intérêt sur le plan politique, mais admirez tout de même ce coup de pinceau. Le second élément est que, contrairement au système français, où le président est élu au suffrage universel, le Premier ministre britannique est élu par les députés. Les chefs de chaque parti sont donc les candidats implicites à la plus haute des charges du royaume. Et ce fonctionnement permet l'arrivée au pouvoir de figures politiques qui ne sont pas nécessairement les plus transcendantes, comme Attlee ou Liz Truss. Enfin, si Churchill finit par perdre sa charge de Premier ministre, c'est aussi parce que les conservateurs menèrent une campagne électorale catastrophique. Trop certains de leur victoire dans les urnes, grâce à la victoire britannique sur le champ de bataille, ceux-ci ignorent les sondages qui annoncent la percée des travaillistes dans les intentions de vote. Churchill participe de première main à cette débâcle en déclarant que les mesures socialistes du Parti travailliste requéraient une sorte de Gestapo, une déclaration jugée outrageuse. Les travaillistes, dans leur campagne, pratiquent une rhétorique plus habile et invitent à « cheer Churchill, vote Labour ». Et c'est exactement ce qu'a fait le peuple britannique. En tant qu'amoureux de l'histoire et de ses héros, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une légère pointe de déception devant la défaite de Churchill, aussitôt la guerre finie. Mais peut-être, cette défaite était-elle pour le mieux. Quiconque s'intéresse à Churchill sait qu'il n'était pas un homme politique classique, ni même un homme classique tout court. Churchill était un amoureux de l'action et un artiste. Sa vie, son goût pour l'histoire, ses peintures et ses livres, parcourus de passages d'une grande beauté littéraire, en sont autant de preuves. Poète politique, il n'était pas fait pour les temps de paix. Le feu, l'adversité, le drame, au contraire, formaient pour cet homme une scène idéale, lui qui, depuis l'enfance, s'était rêvé en héros d'épopées homériques.